Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le cours de quatrième pour réaliser ensemble la fiche de mémorisation sur le chapitre reproduction et sexualité chez l'espèce humaine. Alors cette fiche de mémorisation que je vous avais distribuée en classe, elle comporte 3 colonnes. La première colonne avec les questions auxquelles on va devoir essayer de répondre. La deuxième colonne qui est une colonne de coups de pouce qui est utile si on a besoin, hein, on peut ne pas en avoir besoin du tout. Et enfin, la troisième et dernière colonne qui est la colonne de réponse. Alors, si on prend ensemble question par question, regardons les questions et essayons de répondre ensemble en nous aidant de ce dont on se souvient, des coups de pouce si besoin et du cahier en dernier recours. Première question. Quelles sont les transformations permettant d'acquérir la capacité de se reproduire? Alors, on peut regarder le coup de pouce. On a une image de Titeuf qui dit « Oh, j'ai toujours pas de poils ». T'es peut-être pas assez bête, lui dit son copain. Et en effet, les transformations que l'on acquiert pour pouvoir devenir capable de se reproduire, ça se passe à la puberté. On a des caractères sexuels secondaires qui apparaissent, comme par exemple les poils ou la poitrine chez la jeune femme. Et on a les organes génitaux, qui sont donc les organes reproducteurs, chez le garçon et chez la fille, qui commencent à fonctionner. Deuxième question. Comment expliquer le déclenchement de la puberté chez l'adolescent? Pourquoi, au moment de l'adolescence, on va avoir ces caractères sexuels primaires et secondaires qui vont commencer à fonctionner pour les primaires et à apparaître pour les secondaires? Et bien tout ça, on a vu en classe que c'était une histoire d'hormones. On avait vu ce déclenchement était dû à une augmentation progressive des concentrations sanguines de certaines hormones qui étaient fabriquées par le cerveau et qui allaient déclencher le développement des testicules chez le garçon et des ovaires chez la femme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Une hormone, c'est donc quelque chose qui est, d'après ce que l'on vient de dire, fabriqué par un organe et qui va permettre le déclenchement du développement d'un autre organe. On avait fait un petit schéma en classe qui ressemble à ceci. Donc on a un premier organe qui produit ici des petits points violets qui sont les hormones, qui passe ensuite dans les vaisseaux sanguins et qui va agir sur un autre organe pour pouvoir réaliser une fonction. La définition de l'hormone, c'est une substance qui est fabriquée par un organe, qui est libérée dans le sang et qui va agir sur le fonctionnement d'un organe cible différent de l'organe qui lui a donné naissance. Deuxième partie. Comment l'apparition cette fois-ci des caractères sexuels secondaires est-elle déclenchée? Eh bien, on regarde l'aide, le coup de pouce. On a encore ici une image du Titeuf qui nous dit « Bonjour, vous auriez des chewing-gums à la testostérone ?» Alors, la testostérone, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une hormone. Donc là encore, c'est une histoire d'hormones. Les organes reproducteurs vont à leur tour libérer d'autres hormones. Et ce sont ces autres hormones qui sont fabriquées cette fois-ci non plus par le cerveau, mais par les organes reproducteurs, qui vont déclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires. Autrement dit, la testostérone va déclencher chez le garçon, une fois qu'elle est produite par le testicule, elle va commencer à permettre au jeune homme d'avoir des caractères sexuels secondaires, comme par exemple l'apparition des poils, le développement des muscles, la mue de la voix. Ce sont des exemples. Chez les jeunes filles, on avait parlé des œstrogènes, qui sont des hormones produites par les ovaires et qui vont permettre le développement des caractères sexuels secondaires de la jeune fille, à savoir l'apparition de la poitrine et de l'arrondissement de la silhouette. Comment fonctionne l'organe reproducteur de l'homme? De nouveau une image de Titeuf qui nous dit des milliers par jour. Tu te rends compte? Et les filles, pas un seul. C'est comme ça à la gym, c'est toujours nous qu'on en fait plus. Et oui, on a vu en classe que chez les garçons, à partir de la puberté, le fonctionnement de l'organe reproducteur, du testicule en particulier, va être continu, c'est-à-dire tout le temps. Les testicules vont produire des spermatozoïdes de façon continue, et ce, jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Et chez la femme, est-ce que ça fonctionne pareil?
comment fonctionne l'organe reproducteur de la femme. Petit coup de pouce, on a ici une image qui nous montre quelque chose d'arrondi comme un cycle. Chez la jeune femme, ça fonctionne différemment puisque donc à partir de la puberté, le fonctionnement de l'organe reproducteur n'est plus continu mais est cyclique chez la femme jusqu'à un certain stade qu'on appelle la ménopause. Et à chaque cycle, un des ovaires va libérer un ovule. La cellule reproductrice féminine, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. On continue, troisième page. Quelles sont les conditions nécessaires à la formation d'un nouvel individu ? Pour former un nouvel individu, il faut forcément des cellules reproductrices. Regardons, ici nous avons un petit dessin qui montre une cellule reproductrice féminine, qui est censée représenter donc un ovule, et des cellules reproductrices masculines, qui sont les spermatozoïdes. Il faut donc que ces deux cellules reproductrices se rencontrent. Et cette rencontre des cellules reproductrices peut se faire à la suite d'un rapport sexuel évidemment non protégé et elle est possible uniquement pendant la période de fécondité de la femme, au moment où la femme va pouvoir avoir ce qu'on appelle l'ovulation, la libération par l'ovaire d'un ovule. Qu'est-ce que la fécondation ? Regardons le coup de pouce. Le coup de pouce représente ici un ovule avec son noyau et quelques spermatozoïdes qui viennent autour de l'ovule afin de pénétrer à l'intérieur de cet ovule. Le spermatozoïde bleu arrive à pénétrer à l'intérieur de l'ovule, c'est ce qu'on appelle la fécondation. La fécondation, c'est-à-dire l'union des noyaux et des cellules reproductrices mâles et femelles, spermatozoïdes et ovules, permet la formation d'une cellule œuf qui correspond à l'ovule fécondé. Qu'arrive-t-il à la cellule œuf au cours de son trajet dans les trompes chez la femme ? Petite aide nous avons ici un petit schéma qui nous présente les différents stades de développement de la cellule œuf. La cellule œuf au départ est donc fécondée, puis elle va se diviser d'abord en 2, puis en 4, puis en 8, puis en un certain nombre de fois. Et au fur et à mesure qu'elle passe dans les trompes, cette division est de plus en plus importante. Réponse : la cellule œuf va se diviser et devenir ce qu'on appelle un embryon. Continuons, quatrième page. Quelle différence fait-on entre un embryon et un fœtus ? Rappelez-vous, lorsque nous avons travaillé sur la grossesse, nous avons vu une frise chronologique qui montrait les différentes étapes qui se déroulaient au moment de la grossesse. La première étape, c'est pendant les 3 premiers mois de grossesse. On va avoir la formation des organes, de tous les organes du bébé, et à ce moment-là, on parle d'embryon. Une fois que tous les organes ont été mis en place, ils vont croître, c'est-à-dire grandir et se développer. C'est la deuxième étape de la grossesse et à ce moment-là, on parle de fœtus. La réponse : l'embryon est le développement d'une cellule œuf durant les 3 premiers mois de grossesse. Lorsque tous les organes sont en place, au-delà de 3 mois de grossesse, on parle de fœtus. Nouvelle question. Que se passe-t-il au moment de l'implantation ou de ce qu'on appelle aussi la nidation ? Au moment de l'implantation, l'embryon qui est nouvellement formé va se fixer dans la partie superficielle de l'utérus, qu'on appelle aussi l'endomètre, et va s'implanter. C'est ce qu'on appelle donc l'implantation. Comment se font alors les échanges entre l'organisme de la mère et le futur fœtus ? Nous avons vu un document qui présente ce qui se passe pour que les échanges se réalisent. Ce document, c'est une image qui ressemble à celle que je vous propose en coup de pouce, où on a donc le fœtus qui va être relié à un organe particulier qu'on appelle le placenta. Et ce placenta contient de très nombreux vaisseaux sanguins extrêmement petits qu'on appelle des capillaires sanguins. Ces capillaires sanguins vont relier le fœtus, grâce à ce qu'on appelle ici le cordon ombilical, où on va avoir donc des échanges qui vont pouvoir se faire. Pendant la grossesse, des échanges entre l'organisme de la mère et le fœtus ont lieu grâce à un organe riche en capillaires sanguins qu'on nomme le placenta. Quel est le rôle de ce placenta ? On vient d'en parler, le placenta va permettre les échanges. Mais quels sont ces échanges ?
Regardons d'un peu plus près le coup de pouce. On a ici un petit schéma qui représente les échanges entre la mère du fœtus et le placenta. On a une partie qui correspond au sang de la mère avec des choses qui passent au travers de ce placenta, ici représenté en noir, pour aller dans le sang du fœtus. Et on a l'inversement des choses qui vont pouvoir partir du sang du fœtus pour aller de l'autre côté. Les choses qui passent de la mère vers le fœtus, vous imaginez bien, ce sont évidemment ce dont le fœtus va avoir besoin pour grandir. Et inversement, ce qui va passer du fœtus en direction de la mère va être ce que le fœtus va rejeter. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le placenta permet de donner au fœtus des éléments dont il a besoin, notamment du dioxygène et des nutriments, et de le débarrasser de ses déchets. Attention, des éléments toxiques pour le fœtus peuvent aussi passer par le placenta, comme par exemple l'alcool ou certains médicaments ou même certaines drogues. Enfin, nous allons répondre à la dernière question. Que se passe-t-il au moment de l'accouchement? Nous avons une petite image de coup de pouce, une jeune femme qui est sur le point d'accoucher et qui est en train de dire « Ah, elle est passée, ça va mieux ». Et son mari lui répond « Pas pour longtemps, selon le monitoring ». Donc le monitoring, c'est l'appareil ici qui permet d'enregistrer les contractions. On peut dire que selon le monitoring, il y a une énorme contraction qui arrive. Donc vous le savez, pour certains déjà, les contractions sont en effet quelque chose qui va se passer au moment de l'accouchement. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Au moment de l'accouchement, on va avoir le col de l'utérus qui va pouvoir s'ouvrir pour permettre la sortie du bébé, si tout se passe bien. Et la paroi musculaire, donc les muscles de l'utérus, vont se contracter. C'est ce qu'on appelle donc la contraction. Et cette contraction va permettre d'expulser le bébé vers l'extérieur et donc l'accouchement. J'espère que cette fiche de mémorisation vous aidera à réviser pour votre contrôle et je vous souhaite bon courage. Au revoir.